300 additifs alimentaires sont actuellement autorisés en Europe. Parmi eux l'aspartame, un édulcorant de synthèse que l'on retrouve dans au moins 6000 produits de consommation courante, comme les boissons gazeuses, les produits dits sans sucre, les sucrètes, les chewing-gums, mais aussi les médicaments. Son nom de code, E951. L'histoire de l'aspartame est exemplaire. On y retrouve toutes les techniques utilisées par l'industrie pour manipuler le processus de réglementation. Tout a commencé en 1965 lorsqu'un chercheur de la firme pharmaceutique Searle a découvert fortuitement la molécule. 9 ans plus tard, l'entreprise dépose une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la Food and Drug Administration, l'agence américaine chargée de la sécurité des aliments et des médicaments. En 1981, la FDA homologue le produit sous le nom de NutraSweet avec une DGA de 50 mg. Pensez-vous que l'aspartame est sans danger? Oui, je le pense. Quand la FDA a établi la DGA de l'aspartame, était-ce basé sur les études fournies par Searle, le fabricant? Tout à fait. Nous voici au cœur du problème. Les études soumises par Searle pour obtenir l'homologation de l'aspartame ont été l'objet d'une vive polémique dans les années 1970. À l'origine, John Olney, un neurologue, que l'on voit ici dans une conférence de presse donnée en 1996, soit 15 ans après la mise sur le marché de l'aspartame. The article we've just published shows an increased incidence of brain tumors and an increased malignancy of brain tumors in human populations in the United States, starting about 3 years after aspartame was introduced. Quelles études avez-vous conduites sur l'aspartame? Ma première étude date de 1971 et elle concernait l'acide aspartique, qui n'est pas l'aspartame. L'aspartame est une combinaison de 2 acides aminés, l'acide aspartique et la phénylalanine. Mon étude a montré que l'acide aspartique détruit les cellules nerveuses comme le fait le glutamate. Ensuite, j'ai demandé à la firme Searle de m'envoyer un échantillon d'aspartame, ce qu'elle a fait. Je l'ai donné à manger à des bébés souris et j'ai observé les mêmes dégâts cérébraux qu'avec l'acide aspartique ou le glutamate. Mais si l'aspartame est susceptible de provoquer des tumeurs au cerveau, c'est un énorme enjeu sanitaire. Pourquoi la FDA a-t-elle autorisé cette substance? Parce que la FDA n'a pas fait correctement son travail. De fait, la manière dont la FDA a géré le dossier de l'aspartame est pour le moins troublante. J'ai pu consulter les archives internes de l'agence grâce à la ténacité de Betty Martini, qui a créé un centre de documentation sur l'aspartame baptisé Mission Possible Internationale. Elle y accumule les pièces à conviction obtenues grâce au Freedom of Information Act, une procédure américaine qui permet à tout citoyen d'avoir accès aux documents de l'administration. J'ai ainsi découvert qu'alertée par John Olney, la FDA avait créé 2 enquêtes internes pour évaluer la validité des données fournies par Searle. Finalement, en août 1977, le docteur Jérôme Bressler avait rédigé un rapport très sévère où il dénonçait toutes les irrégularités constatées dans les études de la firme. En voici un extrait. Les comptes rendus des observations indiquent que l'animal numéro A23LM était vivant à la semaine 88, mort de la semaine 92 à la semaine 104, vivant à la semaine 108 et mort à la semaine 112. Puis la FDA institue une commission d'enquête publique qui rend son rapport le 30 septembre 1980. La commission conclut que l'utilisation de l'aspartame dans les aliments
ne doit pas être autorisé tant que la question de son éventuel potentiel cancérigène n'a pas été résolue par de nouvelles études.